Nous, que nous le sachions, que nous ne le sachions pas, nous sommes sous l'emprise de deux grands discours anti-utopiques. C'est le discours qui est né en 1840, et qui est tout à fait contemporain de la révolution de 48 et de l'écrasement de la classe ouvrière en 1848, puisque vous avez par exemple un livre qui s'appelle de Sud, qui s'appelle Histoire du communisme, et où sans vergogne il dit: je pose la plume et je vais aller prendre les armes pour écraser l'utopie. Bon, alors il y a tout ce courant très anti-utopique du 19e siècle qui va bien évidemment jusqu'à la Commune et après. Et puis dans notre siècle, il y a eu une reprise de ce courant anti-utopique par l'identification totalement abusive de l'utopie au totalitarisme. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est évident que la critique du totalitarisme engendre une haine de l'utopie absolument incontrôlée. Ce qui d'ailleurs historiquement pose problème, parce que si l'on prend par exemple le stalinisme, on voit tout de suite que le totalitarisme s'est édifié sur la destruction de tout ce qui avait un parfum ou un relent ou une qualité d'utopie. Donc c'est pas le totalitarisme et l'utopie, mais ça a été plutôt le totalitarisme contre l'utopie. Bon, donc ça, je crois qu'il faut être toujours conscient de ces deux foyers de haine de l'utopie. Une fois qu'on est conscient de cela, on peut s'apercevoir, me semble-t-il, et nous sommes tout à fait pris encore là-dedans, que il y a eu cette extraordinaire floraison utopique du 19e siècle qui est en rapport avec la Révolution française d'une certaine manière, puisque comme disait Quinet magnifiquement, la Révolution française nous a rendu la foi à l'impossible. Et que donc effectivement, au 19e siècle, avec en plus la Révolution industrielle, ça aurait été réactivé des rêves très anciens d'émancipation, d'égalité, de liberté avec l'utopie. Mais ces utopies ont engendré des dissidences. Vous avez des dissidences owéniennes, vous avez des dissidences fouriéristes, par exemple avec quelqu'un comme Desjacques qui a écrit l'Humanisphère, et vous avez des dissidences saint-simoniennes. Et donc à partir de là, j'ai pensé pour ma part qu'il y avait un nouvel esprit utopique qui s'était constitué et qui avait au fond d'une certaine manière essayé d'intégrer certains des arguments contre l'utopie pour sauver l'utopie. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un mouvement critique de l'utopie sur elle-même. Donc sur la question par exemple de la singularité et de l'individualité, on voit très bien que si vous prenez Fourier, qui est déjà un penseur qui repousse tout phénomène d'unanimité, parce que là il y voit un très grand danger, mais vous avez des fouriéristes qui ont revendiqué de façon beaucoup plus radicale la question de la singularité. Et ce qu'on retrouve par exemple dans une utopie tout à fait à part, qui est celle de William Morris, dans la Nouvelle de nulle part, et où très précisément, dans cette phase dans cette ère de repos dont parle Morris, qui est une ère post-révolutionnaire, la singularité fait que chaque membre de cette société a un surnom. C'est-à-dire au fond comme si une espèce de condensation de ses qualités, de ses défauts, de ses travers, etc. En tout cas du visage particulier qu'il a. Donc je pense que dans ce que j'appelle le nouvel esprit utopique, qui concerne aussi bien des utopies, mais disons au XXe siècle, des pensées de l'utopie, soit Bloch, soit Lévinas, soit Martin Buber. Et là, justement, on peut voir très souvent, enfin, chez Lévinas c'est évident, mais chez Buber aussi, que la pensée de l'utopie se détache complètement de ce qu'on pourrait appeler un unitéisme ou un unanimisme, mais au contraire est une pensée qui essaye de donner une impulsion tout à fait nouvelle au pluralisme et au divers.
L'utopie a à voir effectivement avec ce que vous appelez une définition solidaire de l'humanité, puisque lorsqu'on se tourne vers les interprètes de l'utopie du 19e, et Pierre Leroux, dont nous parlerons certainement, l'idée d'utopie est associée à l'idée d'association. C'est-à-dire que ce qu'aurait manifesté la grande triade utopique du début du XIXe siècle, Saint-Simon, Fourier et Owen, pour Leroux, c'est le passage d'un certain type de relation entre les hommes, qui est la domination, à un autre type de relation, qui est l'association, pensée comme non-domination. Mais je serais tenté d'ajouter, si vous vous permettez, parce que je viens de lire un manuscrit sur Édouard Glissant, solidaire et solitaire. C'est-à-dire, ce qui me paraît tout à fait important, c'est de préserver ce sens de la singularité qui, contrairement à toutes les critiques faciles qui visent l'utopie, souvent un souci extrêmement important de la singularité. Notamment, par exemple, la diversité des passions chez Fourier, l'articulation des unes aux autres. Voilà. Mon rapport à Leroux est, si vous voulez, est complexe parce que quand j'ai travaillé sur l'utopie dans les années 70, c'était pas, disons, l'atmosphère où le climat n'était pas très favorable. Nous étions en plein structuralisme, de l'autre côté il y avait l'althussérisme, et l'utopie pouvait être considérée, mais tout au plus comme un symptôme, sans autre dimension. Donc il m'a fallu, si vous voulez, à ce moment-là, trouver comment dirais-je, des éclaireurs pour me repérer dans la forêt luxuriante des utopies. Parmi les hommes du XXe siècle, les penseurs du XXe siècle, il y a eu Benjamin, quelqu'un de proche qui a été Hippie Thompson, mais au XIXe siècle, Leroux m'a été très précieux, d'une part par ce très beau livre qui s'appelle La grève de Samarez, où il décrit un certain nombre d'utopies et le mouvement qui constitue les utopies, et puis dans une lettre que j'ai publiée dans les cahiers de marxologie de Maximilien Rubel, sur la lettre au docteur Deville, sur le mouvement utopique au XIXe siècle. Et j'oserais dire que d'une certaine manière, il serait souhaitable de substituer le texte de Leroux à l'opuscule d'Engels, qui a toujours eu, me semble-t-il, des conséquences extrêmement néfastes quant à l'approche de l'utopie. Ce qui est très intéressant chez Leroux par rapport à l'utopie, c'est deux choses. C'est qu'il essaye de rendre compte de l'aurore utopique des années du début du 19e siècle, des années 30, à partir de la formule républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Du côté de la liberté, c'est Fourier, du côté de l'égalité, c'est Saint-Simon, et du côté de la fraternité, c'est Owen. Donc là, déjà, il diversifie le paysage utopique du 19e siècle. Et l'autre élément tout à fait important, c'est que Leroux s'est rallié au saint-simonisme en sortant du libéralisme. Il est donc devenu prophète saint-simonien pendant une durée courte, 1 an. Et ensuite, il est devenu un dissident saint-simonien parce qu'il n'a pas toléré un certain nombre de pratiques du père Enfantin, et notamment le climat extrêmement antidémocratique qui régnait chez les saint-simoniens. Donc c'est un dissident c'est à la fois un penseur de l'utopie et un dissident par rapport à l'utopie à laquelle il reproche très souvent ce qu'il appelle son unitéisme, c'est-à-dire de ne penser une altérité politique et sociale qu'à partir d'une seule dimension de l'humain et non pas à partir de la totalité des dimensions de l'humain. Et le dernier point, c'est-à-dire si on fait travailler Leroux, dont Marx disait le génial Leroux, si on fait travailler Leroux par rapport à Maine de Biran,
pour lequel il avait beaucoup d'admiration. Et on s'aperçoit que chez Leroux, grâce à Maine de Biran, il y a toute une pensée de la passivité, c'est-à-dire il y a une manière de déconstruire le sujet cartésien tel qu'il était pensé au XIXe siècle, et grâce à cette passivité, d'aboutir à ce que j'appellerais un socialisme non autoritaire. Et je crois que là, c'est aussi un des grands éléments de Leroux, et en même temps sa pensée de l'humanité qu'il a développée dans 2 volumes en 1840.